L'échiquier mondial vacille en ce mois de décembre 2025 sous l'impact de deux secousses sismiques simultanées. À l'est, l'Europe tremble face à une menace balistique inédite, tandis qu'à l'ouest, un blocus maritime risque d'enflammer la zone Caraïbe. Analyse de ces deux foyers de tension qui redessinent la géopolitique actuelle. Le 22 décembre, Alexandre Loukachenko a provoqué une déflagration médiatique. Le chef d'État biélorusse a confirmé l'arrivée sur son sol de 10 systèmes de missiles hypersoniques Oreshnik. Ce déploiement modifie radicalement la donne stratégique sur le vieux continent. Ces vecteurs russes, filant à Mach 10, sont maintenant positionnés au seuil de l'Alliance Atlantique. D'après les médias d'État à Moscou, un Oreshnik ne mettrait que 11 minutes pour atteindre une base en Pologne et 10 à 7 minutes pour frapper le QG de l'OTAN à Bruxelles. Avec une portée de 4000 km, c'est l'intégralité de l'Europe qui se retrouve à portée de tir. Vladimir Poutine avait annoncé le 17 décembre la mise en service officielle du système avant la fin de l'année. Dès le lendemain, Loukachenko affirmait que les premières batteries étaient opérationnelles. Une déclaration accueillie avec scepticisme par les experts, l'installation d'armes nucléaires exigeant habituellement de longs mois de mise aux normes sécuritaires. C'est là que réside toute l'ambiguïté de l'Oreshnik. Ce missile à capacité duale peut emporter aussi bien une charge conventionnelle qu'une tête nucléaire. Une fois lancé, impossible de distinguer sa nature, ce qui pose un casse-tête insoluble au système d'alerte de l'OTAN. Comment calibrer la riposte sans connaître la réalité de la menace? La jeunesse de l'Oreshnik remonte au 20 et 1 novembre 2024, lors de son baptême du feu sur la ville ukrainienne de Dnipro, dévoilant son existence au monde. Poutine avait justifié cette frappe comme une réplique aux attaques ukrainiennes sur le sol russe via les missiles occidentaux Attack-MS et Storm Shadow. Lors de sa conférence annuelle du 19 décembre 2024, le président russe avait même lancé un défi provocateur, proposant une expérience technique où l'Occident désignerait une cible à Kiev pour une frappe de démonstration. Cette bravade illustre la confiance du Kremlin en cette technologie. Les services de renseignement occidentaux voient dans l'Oreshnik une variante du missile intercontinental RS-Fing 6 Rubège. Toutefois, plus que la technique, c'est le contrôle opérationnel qui préoccupe. Une étude du Center for Naval Analysis d'octobre 2025 indique que Moscou garde la main sur les systèmes en Biélorussie, offrant à Minsk une dissuasion sans en assumer seul les risques politiques. Ce déploiement survient paradoxalement alors que Minsk tente un rapprochement avec Washington. Le 13 décembre, Loukachenko a reçu John Koal, envoyé spécial de Trump, et libéré 123 prisonniers politiques, incluant le prix Nobel Ales Bialiatski, obtenant en retour la levée des sanctions sur la potasse. Le leader biélorusse joue un numéro d'équilibriste, accueillant les missiles russes tout en normalisant ses liens avec les USA. L'OTAN réagit pour l'heure avec retenue, condamnant l'escalade sans annoncer de mesures concrètes, bien qu'une réunion du Conseil OTAN-Ukraine ait été sollicitée par Kiev. Sous couvert d'anonymat, des officiels américains relativisent le danger, notant que l'Oreshnik, en mode conventionnel, est une arme coûteuse pour des dégâts limités, sa vraie valeur étant nucléaire. Pour Minsk, ces missiles sont une réponse au renforcement de l'OTAN, symbolisé par l'inauguration le 22 mai 2025 de la 45 brigade blindée allemande en Lituanie. Mais pour Poutine, c'est une démonstration de force. Il prouve qu'il peut réduire drastiquement les délais d'alerte des capitales européennes, rappelant que l'escalade est une voie à double sens. À plus de 9000 km de là, une autre crise s'embrase. Le 6 décembre, Donald Trump a décrété sur Truth Social un blocus total visant tout pétrolier lié au Venezuela. Cette décision marque une montée en puissance spectaculaire du conflit entre Washington et Caracas. Le président américain qualifie désormais le régime de Nicolás Maduro d'organisation terroriste, au même titre qu'Al-Qaïda, l'accusant d'user du pétrole pour financer le narcoterrorisme et la criminalité. Sans preuves tangibles, il exige la restitution d'actifs prétendument volés. Cette campagne, nommée Southern Sting, est active depuis septembre. L'armée américaine a déjà frappé 26 navires et causé 95 morts, officiellement pour lutte antidrogue. Les saisies s'enchaînent. Le pétrolier Skipper le 10 décembre, avec une cargaison valant jusqu'à 100 millions de dollars, puis un autre navire, le 20 décembre. Kristi Noem, à la sécurité intérieure, défend cette stratégie pour assécher les finances du trafic de drogue, tandis que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, prévient que le blocus durera tant que les actifs américains ne seront pas rendus. Le déploiement militaire est massif. Des milliers de soldats, une douzaine de navires et un porte-avions patrouillent la zone. Trump vante la plus grande armada vue en Amérique du Sud depuis l'invasion de la Grenade en 1983.
Pourtant, le 19 décembre, le pétrolier Hyperion, déjà sanctionné pour transport de pétrole russe, a défié ce blocus en atteignant la raffinerie d'Amouaï. Ce succès pose question. Panne des transpondeurs, escorte vénézuélienne ou limite de la surveillance face aux flottes fantômes. La situation est explosive. Le New York Times du 17 décembre rapporte que la marine vénézuélienne escorte désormais les tankers, augmentant le risque d'incidents armés directs. Le 19 décembre, Trump a même évoqué sur NBC la possibilité d'une guerre ouverte, laissant entendre que la chute de Maduro est l'objectif réel. Aux États-Unis, la légalité de l'opération divise. Le démocrate Joaquín Castro parle d'actes de guerre illégale, mais Marco Rubio, secrétaire d'État, et les républicains comme Roger Wicker bloquent toute contestation au Congrès, affirmant que les bases juridiques sont solides. À l'international, la Chine, par la voix de Wang Yi, condamne l'intimidation américaine et défend le droit du Venezuela au commerce. Pékin, grand acheteur de brut vénézuélien au rabais, étend son influence sans tirer un coup de feu. L'annonce du blocus a immédiatement fait grimper le pétrole de 1% en Asie. Antonio Guterres, chef de l'ONU, a appelé au calme le 18 décembre après un échange avec Maduro qui dénonce une agression contre la paix et le droit international. Caracas réplique diplomatiquement, qualifiant le blocus de piraterie. Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, assure que l'armée ne pliera pas devant l'arrogance américaine et promet des actions, y compris devant l'ONU. Si le Venezuela prétend le 22 décembre que ses exports ne sont pas touchés, l'administration Trump semble pour l'instant privilégier l'étranglement économique, ordonnant à ses troupes de se focaliser sur le pétrole pour 2 mois. Les conséquences économiques s'annoncent lourdes. L'UE prévoit un effondrement de 75% des ventes de brut vénézuéliens en 2025. En interne, Maduro instrumentalise la crise. Human Rights Watch rapporte ce 25 décembre une vague d'arrestations sous prétexte de trahison. L'Iran a offert son aide contre la piraterie américaine tandis que l'opposante Maria Corina Machado appuie la ligne dure de Trump. Ces deux crises révèlent les fractures du nouvel ordre mondial. En Biélorussie, Moscou montre qu'elle peut bouleverser l'équilibre européen en un éclair. Au Venezuela, Washington tente de restaurer son hégémonie régionale. Le droit international est mis à l'épreuve, l'Oreshnik change la donne sécuritaire européenne, tandis que le blocus américain s'apparente à une guerre non déclarée. La Chine promeut un monde multipolaire face à l'unilatéralisme US, et l'OTAN cherche encore sa réponse. Les semaines à venir diront si le déploiement total de l'Oreshnik figera l'Europe et si le blocus fera plier Caracas ou déclenchera un conflit ouvert.